Je savais que j'écrirais ce livre un jour, je le savais. Mais je savais aussi, intuitivement, qu'il fallait l'écrire tardivement. Comme s'il fallait avoir vécu beaucoup d'autres choses avant, aussi beaucoup d'autres livres, et beaucoup d'introspection, pour aller vers celle-là qui est, de toutes les introspections, je dirais la plus essentielle, parce que à la fois la plus belle et la plus fragile. Deux raisons m'ont poussé à l'écrire. Donc, il fallait avoir parcouru, et avoir, disons, vagabondé, hein, pas mal, avec le sujet sur lequel je tire le même fil depuis toujours, qui est, au fond, cette ligne rouge, ce fil rouge que je tire depuis mon premier livre, je peux dire depuis donc plus de 50 ans, 54 ans, c'est qu'en est-il des démêlés du corps avec la psyché, et comment ce corps s'exprime et avec elle, et comment il se parle, et comment il s'affronte, et comment il s'aime aussi parfois, quand tout va bien. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse fondamentalement, et on voit bien que les sujets qui ont marqué un petit peu mon travail, ce sont les sujets où ce dialogue est devenu, comment dire, fondamental. C'est une des métamorphoses du corps et de l'âme la plus profonde, la plus dangereuse aussi, on le voit. Et si j'ai voulu l'écrire aussi maintenant, ça répond à votre question, c'est que j'ai été, comme vous tous, effarée, détruite moralement par ces découvertes progressives et insistantes depuis des années du mal fait à l'adolescence, aux adolescents et aux adolescentes. Et je me disais qu'au fond, j'avais eu beaucoup de chance d'avoir échappé à ça, et je raconterai comment. Le but de ce livre, c'est de réenchanter le désir adolescent. Mais c'est aussi, pour moi, comme je l'ai fait avec tous les livres, mais particulièrement avec 3 de mes livres où je me suis prise comme sujet et objet de réflexion, il y en a 3. C'est aussi une manière d'analyser, comme une laborantine de l'âme, si je puis dire, comme faisaient mes grands modèles du XVIIIe siècle, dont je suis pas l'élève, mais il m'inspire encore, d'étudier cette âme et ce corps en débat, et de le faire avec la minutie et surtout la sincérité qu'impose le jeu, l'autobiographie. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi le jeu aussi pour ce livre. Vous ne pouviez pas passer par la fiction. J'aurais pu. Oui, j'aurais pu, mais vous ne l'avez pas choisi. Non, parce que la délicatesse du sujet et la force qu'il a à mes yeux aujourd'hui, le devoir que je me sens aussi de le porter à ma façon, je pense que c'est aussi le rôle des écrivains, ou d'autres, oui, des cinéastes, des artistes, oui. Je dirais. On l'imagine assez peu, mais voilà, le jeu a une part d'universalité qui est évidente à mes yeux, parce que, et je m'en rends compte là, depuis que je commence à tourner un petit peu, mais là, je dois dire que je vous remercie d'être aussi nombreux dans les librairies, c'est mon troisième passage. Et quand on vient signer le livre et qu'on me parle, parce que c'est ça, hein, c'est un partage aussi pour moi, chacun et chacune me parle de son adolescence, de sa pension à elle ou à lui, et des souvenirs terribles qui leur reviennent de ce moment qui a été pour tous, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeunes, mais on n'est pas très vieux non plus, hein, mais on a tous des souvenirs très très forts et très très profonds
de cette période où on s'est formé. C'est quelque chose d'incroyable. À tous les sens du terme, physiquement, À tous les sens. moralement. Absolument, absolument. Et ça fait partie, alors, pour le coup, de mon devoir, mais aussi parce que je suis enfin, je me définirais comme une écrivaine citoyenne, en tout cas, et même militante sur beaucoup de sujets. Il y a l'idée indispensable pour moi quand je me pose la question, et je me la pose pendant des semaines parfois. De quel point de vue vas-tu écrire cette histoire? Oui, d'où parlez-vous? D'où parlez-vous? D'où vais-je parler? Et quand je m'interroge là-dessus, je sais bien que c'est une interrogation autant philosophique que pédagogique. Mais j'ai été prof aussi, alors donc la dimension du partage et du dialogue avec le lecteur est indispensable. Et même pour le prochain livre, je m'interroge beaucoup et je suis en train d'interroger les uns et les autres en leur disant et après là, vous avez une idée de après pour savoir si je me sens autorisée à écrire à nouveau un livre autobiographique. Oui, la première personne. C'est un cadeau, hein, de le faire. Mais c'est un grand risque aussi. C'est un grand risque. Indépendamment du sujet que vous allez Voilà. prendre. Non, un cadeau. Je n'irais pas dire que c'est un cadeau pour les autres. Ça serait non, c'est un cadeau pour moi. On verra si ensuite ça sera un cadeau pour nous. Voilà. En tout cas, dans ce livre, il n'y a pas de trace vraiment de prédation. Voilà. Non. De ça, vous en avez Oui, été alors, parlé. tout ce que je viens de dire sur le désir, c'est la deuxième partie du livre. Hein. Alors, est-ce que, moi c'est ce que j'ai pensé, ce que vous dites de votre mère, la personnalité de votre mère, Oui. le métier de votre mère, certainement une parole qui était simple et libre sur le corps. Voilà. Ma mère, on peut dire, je peux le dire devant un de mes frères qui est là, qui ne voudrait pas que je le dise, mais je le dis quand même, que c'était une féministe avant l'heure. À cause de son métier. Non, je dirais, grâce à son métier. Grâce à son métier. Elle nous avait appris très tôt tout ce qui concernait la sexualité. Voilà. Elle nous avait appris très tôt que les filles ne naissaient pas dans les roses et les garçons dans les choux. Voilà. Elle nous a fait des dessins d'obstétrique très clairs, etc. Donc mon corps, je le connaissais aussi grâce à elle. Mais je me suis demandé si à l'école des filles, il n'y avait pas quelque chose comme je suis à l'école de signifier un apprentissage. Bien sûr. Et que là, vous êtes à l'école des filles. Vous ne pourriez pas être à l'école des garçons, mais vous avez appris aussi de ces filles. Évidemment. J'ai même tout appris. Voilà. Et Je peux dire que de la pension, j'ai appris le meilleur et le pire, mais tout appris de la vie. Parce que quand je dis j'ai tout appris, toutes les valeurs, j'en avais déjà, inculquées par les parents, mais toutes les valeurs essentielles que je porte encore aujourd'hui, à 81 ans, à travers le militantisme et des livres que je considère comme des livres assez citoyens, l'empathie, le sens de la justice, la solidarité, la protection des plus faibles, le repérage de celles qui allaient nous faire du mal, etc. Et la rébellion contre ça, parce que je me suis rébellée à un moment. Constituer un groupe. C'est pour ça que vous allez former les mousquetaires. On a formé un club des mousquetaires de la justice. On avait fabriqué un pendentif. Voilà. Et ça a marché. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à 4, c'était plus facile d'aller voir une pionne qui venait de punir une gosse dans l'étude parce qu'elle avait mangé un bonbon. Voilà. Et on s'est planté comme ça, devant elle, toutes les 4, avec notre pendentif. Madame, vous venez de commettre une injustice à l'égard de votre fils camarade. Ça marchait très fort. Donc, l'amitié que je retrouve encore aujourd'hui avec certaines personnes qui sont là, toutes ces valeurs-là, c'est là qu'elles se sont forgées. Par l'excès de violence,
de ce milieu quasi carcéral, vraiment, qui n'était pas un lieu religieux, hein. C'était un lieu laïque, on n'imagine pas, mais je suis sûre que ça avait fait écho à beaucoup d'entre vous, ce que je dis là. Il y avait beaucoup de ces lycées, garçons, filles, etc., évidemment séparés, où le mode d'éducation était franchement d'une bêtise absolue. Au fond, il y a deux métaphores qui courent le livre. Il y a la métaphore du chamois. Oui, ce chamois. C'est-à-dire, le chamois, c'était effectivement ce que je me sentais avec mon frère qui était juste au-dessus de moi et avec qui on allait dans les bois, dans la nature. J'avais un goût de la nature absolument surdéveloppé. C'est le chamois libre de ses mouvements, de sa joie. Voilà. Libre et seul, souvent. Hein, oui, beaucoup de solitude voilà. aussi. Mais seul dans du bon côté des choses, c'est-à-dire libre dans une solitude choisie aussi. Voilà. Et puis la deuxième métaphore, c'est la métaphore de l'échelon, des échelons d'éducation. Oui, de l'échelle de l'éducation. Oui. Voilà. C'est ça qu'on va essayer de... C'est comme ça qu'on va essayer de me broyer, de nous broyer, parce que je ne fais pas ça, en nous faisant monter chaque échelon, en se disant qu'il y en avait 8, enfin il y en avait 7, mais j'ai redoublé de classe, grâce à une professeure sadique dont je vais parler. Et même une espèce de goût de nos maîtresses, enfin de nos maîtresses, de nos enseignantes et de nos pionnes, à nous faire dégringoler les échelons. C'est-à-dire non pas à nous pousser vers le haut, mais à nous faire dégringoler. Et voilà, ce sont deux métaphores complètement opposées qui ont fait que j'ai grimpé plus vite certains échelons après, parce que je me suis rendu compte, et c'est là que le désir arrive, que le choix d'aller vers le plaisir de mon corps, qui naissait à 13 ans, 12, 13 ans, d'abord avec une compagne qui était en philo, et donc, qui était dans Maïli, qui était donc dans le dortoir plus haut. Moi j'étais encore dans le dortoir des petites, parce que j'avais redoublé. Oui, ça c'était quand même gros. Très dur. Et en montant dans le dortoir des grandes, j'ai monté l'échelon qui me manquait, celui de la liberté d'aimer. Voilà. Et là, plus aucun mur autour de moi, mentalement. J'étais dans la même situation, mais j'étais une autre, parce que je retrouvais ma liberté grâce au plaisir interdit. Et je reviens sur la question de l'adolescence de tout à l'heure. Le pas de côté que j'ai commis à ce moment-là, c'est un pas de côté. J'ai brisé un interdit. Et j'en ai brisé après d'autres bien plus graves. Le pas de côté, je dirais que c'est presque l'obligation de l'adolescence. Il faut... L'interdit est presque nécessaire. Et moi, pourquoi est-ce que j'ai profité de cet interdit comme un espace de liberté? Il y a un seul mot, je l'ai choisi. Quasimodo, c'est comme ça que j'appelais ma professeure de maths qui m'a fait redoubler en 4e. Et elle me collait au tableau. Moi, j'écrasais ma craie dans mes doigts de terreur, parce que je savais que ça se terminerait par un 0. Elle me faisait avoir un 0 2 fois par mois. C'est comme ça qu'elle a pu me faire redoubler. Et elle s'approchait de moi et elle me soufflait très très près de mon... J'étais là dans ma blouse, là, terrorisée. J'aurais voulu écraser ce tableau derrière moi. Et elle m'écrasait de son souffle et de sa haine. Compréhensible, elle était monstrueuse et moi j'avais déjà ma taille, j'étais plutôt une belle plante, quoi, voilà. Et elle haïssait tout ce que j'étais. Voilà. Et je ne sais pas si on a le temps de lire le passage où j'arrive enfin à passer par-dessus le viol, si je puis dire, qu'elle a commis. Mais si, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Pardon? Faut pas le dévoiler, sinon on va pas Voilà. acheter le livre. Ah bon? Vous arrivez, cette nuit-là, comment vous arrivez finalement? Non, mais je peux... Ah bon, tu veux pas que je le dise? C'est pas vrai ça alors. Je peux lire le passage.
Oui, mais je suis en train de le chercher. Oui, ben, il est là. Bon, alors, allez. Je l'avais pris par notement en me disant, peut-être, parce qu'il est amusant. Oui, il est très, très Parce qu'il y a de la drôlerie hein, dans ce livre. Et c'est vraiment Ah, particulièrement bah oui, bien. il en a bien, je le retrouve. Voilà. Tu vas trouver la première. Tu crois qu'ils vont pas acheter le livre? Aussi parce qu'on n'a quand même pas tous les livres. Non, Ouais, non, ouais, non, ouais. non. C'est la mort symbolique de Quasimoda. Ouais. C'est trop bien. La sonnerie du lycée va retentir bientôt. Je suis dans les toilettes qui se vident peu à peu. J'ai gardé l'habitude de ma toute première pension de choisir toujours la même porte en imaginant que ce sont mes WC. Toujours la même. Ouais. Manque d'indépendance. Seulement les miens. Mais je n'exige plus qu'on me tienne la porte. Petit progrès. Ce qui me répugne toujours, c'est l'idée que des fesses par dizaines sont passées avant moi sur la cuvette pour une tâche aussi intime que celle de faire pipi, ou plus. Et ce, davantage encore les semaines de règles, quand il faut jongler avec les serviettes hygiéniques, souvenez-vous, mesdames. Et l'accoutrement qui va avec, alors que quelqu'un s'impatiente dehors. Une épreuve mensuelle pénible. C'est moi, cette fois, qui m'impatiente devant mon cabinet. Quelqu'un l'occupe justement, alors j'attends. J'attends. J'espère que ça ne va pas durer. Il ne manquerait plus que j'arrive en retard au cours de maths parce que je l'ai eu la 2e année en plus. Surtout de ne pas donner à Quasimoda un seul prétexte pour me chercher des noises. Par la fenêtre, je regarde le ciel au-dessus des immenses murs en briques rosâtres. Combien de fois j'ai rêvé de les survoler, de m'évader avec les pigeons s'il le fallait. Ces rats volants parisiens passablement dégoûtants eux aussi, quand ils nous crottent dessus à la récré. Chasse d'eau bien sonore, ouf, la porte s'ouvre. J'ai du mal. J'ai du mal à ne pas penser qu'il s'agit d'un mirage. Quasimoda! C'est Quasimoda qui me précède. La même stupeur se lit sur son visage. Ce qui se joue soudain, nous le sentons, elle et moi, est d'une exceptionnelle importance. Une situation extrême. La professeure de mathématiques, la terreur de centaines de générations successives de lycéennes, vient de faire pipi ou plus dans mes propres WC. La tortionnaire légendaire du bahut est donc un être humain soumis aux mêmes lois de la nature que nous. Elle fait ce besoin comme nous toutes, tire la chasse comme nous toutes, a peut-être mal au ventre comme nous toutes. Quasimoda, la tyrannique qui s'est acharnée sur moi, sur mon corps de très jeune fille, sur mon honneur de très jeune fille, tombe d'un coup de son piédestal. J'ai voulu me mettre de son trône, mais elle descend. Je contemple debout de toute ma hauteur celle qui s'est assise sur ma cuvette, s'est essuyé le derrière et a remonté sa culotte vite fait avant de rejoindre notre classe de 4e, sans même prendre le temps, peut-être même à cause de moi, de se laver les mains. Le regard que nous échangeons signe ma vengeance, décisive, définitive. Elle a compris, c'est mathématique. Voilà, Quasimoda, tu as perdu. Je viens en quelques minutes de t'anéantir dans les toilettes du lycée. C'est fini, entends-tu? Fini. Plus jamais tu ne me feras peur. Ça aussi, c'est mathématique. Et c'est grâce à cette scène que j'ai eu le courage, après, de monter vers le dortoir. Il m'a fait grandir d'une certaine manière, ce monstre. Voilà. Pardon, je te fais la peine en lisant ce texte. Non, je m'amuse à le lire à chaque fois parce que, pour te dire, je fais encore des cauchemars. C'est un régal. Je pense qu'il y a des gens qui se rappellent ici d'avoir été maltraités. Je vois des têtes qui hochent. Vous avez le droit de me poser une question. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu au début du roman, mais peu importe, il se trouve que c'est au début, mais au début, mais bon voilà. C'est la très belle l'anaphore, la très belle litanie des je quitte. Ah oui. Pendant que maman range mes vêtements dans l'armoire en bois, je m'interroge, en serrant fort le précieux fossile dans ma main. De quelle sorte d'épreuve vais-je être la victime désormais? J'entre en 6e,
au bas d'une échelle qui me paraît déjà interminable. Et si c'était moi qui étais en danger moral? 1er octobre 1954. On m'arrache à tout ce que j'aime et qui m'aime. On m'enferme au nom de l'éducation. Je quitte ma chambre refuge, les feux de cheminée le soir, que j'ai le privilège d'allumer moi-même, une vraie vestale, admire mon père. Je quitte ma balançoire, où je fais du trapèze en douce, sous les grands chênes, par la seule force de mes cuisses, en lâchant une main puis les deux pour voir le sol qui voltige. Les tartines bien beurrées du même père, au matin, trempées dans le café au lait et à la chicorée. Un ch'ti pour mon papa. Je quitte la classe unique et réservée aux enfants du personnel, génialement située dans la ferme école du centre, avec pour institutrice la femme de l'économe qui, contrairement à son mari, n'économise ni ses attentions, ni son imagination pour nous surprendre. Le tout dans une chaude odeur de foin, dans le caquetage des poules, sans compter les visites aux lapins, museaux frémissants collés au grillage, à qui je promets que non, non, on ne les mangera pas, car leur fourrure est bien trop douce. Je quitte les récrés en bordure de la prairie et le chevaux qui renifle nos mains au goûter en attente de trognons de pommes. Je quitte le parc immense dont je n'ai pas encore percé tous les mystères et le bassin glauque avec un kiosque au milieu, interdit de baignade, où on trempe juste les jambes au milieu des têtards qui nous chatouillent les orteils. Je quitte notre chatte particulièrement laide et qui souffre forcément de l'être. Les courses effrénées dans les bois alentours, je quitte, je quitte, je quitte, je quitte ce que j'aime et qui m'aime, je me quitte moi-même. Voilà, c'est peut-être aussi cette séparation dure, cette... Avec ma mère, coup de, je ne sais pas, de fourche, de pêche, enfin bon, c'est violent. ouais. Très. Ça a été d'une très très grande violence. Je ne peux pas dire que ça peut être vraiment terrible. Mais je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est que j'ai senti que ma mère, vraiment, pendant ces années de pension, j'ai senti aussi sa souffrance, elle me tenait. Elle me tenait. Je la sentais. Elle m'aidait. De loin, elle m'accompagnait. Et je pense que c'est au moment où elle a décidé de choisir au jour de sa mort, je me suis sentie aussi comme un devoir de l'accompagner. Parce que moi, je l'avais accompagnée. Parce qu'elle m'avait accompagnée. Oui, vous lui rendiez quelque chose. Ça c'est pour moi d'une évidence absolue. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai retrouvé cette évidence, j'ai retrouvé ce lien, on avait fait le tour. Je lui devais ça. Et cette rébellion, vous allez la garder encore jusqu'à la toute fin de vos études et après le bac. Ah oui. Et là, ça ne va pas être la moindre quand même. Ah non, mais alors là, j'avais quand même appris la rébellion. J'avais quand même appris à passer les échelons avec un peu plus comme un chamois, non plus comme une petite fille en uniforme. Oui, et pourtant, vous allez quand même aller encore plus loin, oui. Parce que vous allez jusqu'à la grève de la faim. Oui, parce que j'avais envie de voir des garçons et des hommes. Voilà. Alors, obligation de la part de mon père, Pocagne, des filles, à nouveau. 3 mois en lettres supérieures dans un lycée avec des filles. Et là, ben, j'ai dit la phrase, ouais, faut pas que je dise tout, parce que personne n'a acheté mon livre. Là, j'ai dit à mon père, d'accord pour l'hippocampe, mais je veux voir des hommes. Je veux des garçons. Je n'en peux plus. Alors, si tu me trouves une hippocagne avec un homme, avec des garçons. Et ça a été réussi.
Ah ben oui, je l'ai trouvé tout de suite. Elle l'a trouvé. Et je suis arrivée avec 3 mois de retard. C'était mon professeur de philo, un grand professeur, un grand homme, François Châtelet. Oui. Et c'est moi qui l'ai choisi. Et voilà. C'est l'épilogue. Catherine, oui, Catherine. Vas-y, signe. Moi, je filme, je signe pas. Justement.